Au regard de la partie historique que viennent d'exposer mes deux aînés, alors je vais essayer d'être plus pragmatique que classique. Parce que je crois que ce qui nous intéressait et ce qu'on voulait entendre, on l'a déjà entendu. Et moi, je pars directement à l'actualité que nous avons. Nous avons des étrangers chez nous et nous constatons, avec beaucoup de regrets, peut-être avec beaucoup de colère aussi, que les ressortissants rwandais, sobrement qualifiés de Tutsi et qui se font appeler Tutsi congolais, nous posent des sérieux problèmes, voire des problèmes sécuritaires. Nous partons du principe que nous venons aujourd'hui parce qu'ils ont tenu une conférence dans la même salle, bon, certains ont suivi, où non seulement ils se disent congolais, mais qu'ils réclament des terres en RDC. Bon. Ceux qui ont participé à cette conférence et leurs motivateurs ne se rendent pas compte de l'énormité de leur bavure. Donc, des Congolais, nous tenons ce débat en plein 21e siècle. Il existe encore des Congolais qui n'ont pas de terres. Et ils ont aussi une particularité par rapport à toute la population congolaise. Exceptionnellement, ils sont nommés par rapport à leur situation géographique, les Banyamulenge, parce qu'ils habitent la montagne de Mulenge. Tout le reste des ethnies congolaises, nous sommes désignés par rapport à notre langue. Je suis Mukongo, moi, parce que nous parlons Kikongo. Et même dans la tribu Bakongo, il y a aussi des particularités de sous-groupes. Je vais être plus rapide, je dirais, chez nous, et je vais la souligner, les tribus répertoriées par les colons belges sont partis quand même d'un travail énorme des historiens, des ethnologues, des sociogéographes, des linguistes, et j'en passe. Et tous ont retenu un principe. Les ethnies en RDC répondent à un principe trilogique. Un peuple, une langue, ensuite une terre. Ils n'ont pas de terre, ils parlent Kinyarwanda, donc la langue parlée au Rwanda, parce que les Kitutsi n'existent pas, les Hutus n'existent pas. Et d'emblée, par rapport à ces deux arguments, ils ne répondent pas aux critères de sélection pour être congolais. Je ne suis pas encore entré dans les détails. De ma formation philosophique, et surtout en philosophie de communication, avec un auteur qu'on appelait Jürgen Habermas, il y a un principe qui dit, quand vous avancez une thèse, quand vous énoncez une thèse, et vous l'argumentez par des éléments qui la contredisent de l'intérieur, cela s'appelle de l'autodestruction pragmatique. Vous n'avez pas besoin d'une réponse, vous posez une thèse et vous l'éliminez vous-même. C'est ce qu'ils font. Ils sont congolais, mais ils ne parlent aucune langue du Congo, ils parlent la langue parlée au Rwanda. Et ils viennent en Belgique pour nous dire, dans cette même salle, pour dire qu'ils ont le soutien des États-Unis et de la communauté internationale pour réclamer les terres de Minembwe, de Rutshuru et d'Uvira. Est-ce que vous vous rendez compte du degré de cette bavure? Et j'aimerais bien contredire le Congolais qui les a accompagnés ici. Je cite son nom, M. Omar Basile Diatezoa. Je voudrais bien qu'il soit là et qu'il me réponde, je vais débattre avec lui par rapport aux principes retenus. Moi, je pars du temps du règne de Mobutu, parce que mes aînés sont partis de l'histoire. Je dis, je serai plus pragmatique, moins classique. Donc, ces gens qui sont congolais, depuis que le Congo existe, ou au moins dans la configuration que notre pays a eue depuis la conférence de Berlin, Mobutu prend le pouvoir, et jusqu'à 72, Papa Dieu vient de le dire, les gens qui sont déjà congolais demandaient la naturalisation. Donc, un flamand qui introduit la demande de la nationalité belge. Un wallon qui introduit la demande de la nationalité belge. Puisque je n'ai pas trouvé de terme, vous pouvez m'aider. Existe-t-il un dédoublement de nationalité? Ou pour garder l'expression difficile philosophique,
existe-t-il une nationalité exponentielle? C'est-à-dire, vous avez une autre nationalité au-delà de ce que vous avez déjà. Et j'ai entendu certains Congolais, dans le débat de basse facture que nous vivons actuellement, de ce qu'on appelle la classe politique, j'ai entendu des gens dire qu'ils sont Congolais parce que Mobutu leur a déjà accordé la nationalité. Merci beaucoup. Reprends tes études à partir de l'école maternelle. J'entre en détail dans ce qu'on appelle les ordonnances polémiques de Mobutu. En 1972, il eut l'ordonnance numéro 72-002 du 5 janvier 1972. Par cette ordonnance, et là encore, vous remarquerez qu'il y a Lubwenge qui continue, puisque vous l'avez dit. Mais cette ordonnance ne concerne pas les Tutsis seulement, ni les Hutus, ni les Banyarwanda. C'était une ordonnance qui concernait les étrangers résidant en RDC. Premier point. Deuxième point. Mobutu, dans cette ordonnance, quand il était question de l'article 15 concernant les Banyarwanda, c'est-à-dire les originaires du Rwanda, Urundi, a dit ce qui suit. Je viens le citer. Mobutu accorderait donc la nationalité zaïroise aux ressortissants de Rwanda, Urundi, ayant résidé en RDC avant le 1er janvier 1950. Avant le 1er janvier 1950. Et qu'en est-il de ceux qui sont venus après? Parce qu'ils étaient régis, tous d'ailleurs, et surtout en particulier ceux-là qui étaient des réfugiés de leur dernière guerre avant l'indépendance, ils étaient régis par un texte de l'ONU qui leur interdisait toute activité politique en RDC, de s'impliquer dans l'armée ou dans la police, ou de demander la nationalité congolaise. Et quand tous, j'ai dit, tous s'appuient sur cet article, sur la nationalité congolaise, mais il ne parle pas de l'article 15, il parle de l'article 15, pas l'article 17. Parce que même si Mobutu a octroyé la nationalité zaïroise à l'époque à tous les étrangers, il y a marqué des restrictions. Il ne pouvait pas participer à la fonction politique, à aucune autre fonction liée à un mandat électif. Il ne pouvait pas être nommé dans des grades équivalents à un chef ou un cadre dans une entreprise de fonction publique pendant un délai d'au moins 15 ans. Et je continue. Il ne pouvait pas être ni dans notre armée, ni dans notre police. Et ça, ils n'en parlent pas. Surtout que la nationalité congolaise restait une et exclusive. 9 ans après, Mobutu va se rétracter, suite à la pression du comité central, de ses propres conseillers juridiques et politiques, et surtout des notables de l'Est, parce que cela a créé un malaise dans des coins où ces Rwandais sont venus s'installer. 9 ans après, Mobutu signera une autre ordonnance qui va annuler la première. Donc jusque-là, on est en 1981, ils ne sont pas encore congolais. Surtout que Mobutu va évoluer, et j'ai dit que je serais très résumé. Non seulement il a annulé, mais Mobutu a insisté sur le fait que la nationalité zaïroise est une exclusive. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient déjà soumis à leur loi de 28 septembre, je crois, 1963, qui leur ouvrait la voie à obtenir une autre nationalité. En plus, Mobutu, suite à ce désagrément, a introduit le principe, il y en a 5, mais je retiens seulement 3, pour passer plus rapidement. Mobutu a introduit le principe de la petite et de la grande naturalisation. C'est hyper important. C'est-à-dire, vous introduisez individuellement le dépôt de la demande de naturalisation, vous obtenez l'avis favorable, après avoir vérifié votre attestation de bonne vie et mœurs et votre casier judiciaire, mais vous passez par une période probatoire, c'est-à-dire vous n'êtes pas encore entièrement zaïrois. Et la période probatoire pouvait aller jusqu'à 2 ans, mais pendant cette période-là, vous devez faire allégeance à la nation zaïroise. C'est-à-dire on doit voir pendant cette période que vous n'êtes pas un ennemi probable de la République. Vous ne pouvez pas vous liguer en ennemi de la République et vous respecterez toutes les lois de la République. C'était déjà assez strict pour nous, vous vous souvenez, quand un Zaïrois marchait, il y avait salut au drapeau, vous étiez obligé de vous arrêter.
Quand on chantait l'hymne national, vous étiez obligé de vous arrêter. Si vous étiez un étranger, cela pouvait aller très loin jusqu'à vous refuser la nationalité zaïroise. Vous vous rendez compte, il était dictateur. Mais avec son temps, parce que cette dernière ordonnance, il l'a prononcée pendant la session d'ouverture du comité central, où il voulait mettre un terme définitif. Je dis bien définitif en 1981. Et d'ailleurs, son discours s'intitulait « Au Zaïre, qui est zaïrois, qui ne l'est pas ». Et quand il en a fini, point barre, on n'a plus parlé des Banyarwanda, je ne parle pas des Tutsis, des Banyarwanda, qui étaient congolais, et personne ne nous dit qu'il y a eu des oppositions ou des guerres. Jusqu'à la fin du règne de Mobutu. Il a chuté le 17 mai 1997. On avance encore donc jusqu'en 1997, ces Banyarwanda n'étaient pas zaïrois. Mais pourtant, ils se disent zaïrois avant la conférence de Berlin, alors que nous n'étions pas des zaïrois. Congolais avant la conférence de Berlin, nous n'étions pas encore congolais. Nous sommes devenus congolais après, l'État indépendant du Congo pour devenir Congo belge. Donc, ils sont des mères particulières au monde qui donnent le nom à leurs enfants alors qu'ils ne sont pas encore enceintes. Mobutu, le pouvoir de Mobutu est menacé par l'alliance qu'on appelle l'AFDEL. Et vous comprendrez que ce souci majeur continuera de hanter les cœurs, particulièrement de Tutsis, je ne sais pas particulièrement, plus de Tutsis que le Hutu. Et pourtant, quand on signait les ordonnances, c'était les étrangers et les Banyarwanda. Quand ils ont fait la réunion préparatoire de l'AFDEL, avant d'attaquer la RDC, et vous verrez, là encore, il y a des ondes d'ombre, pour ne pas dire de mensonges. On nous parle de l'accord de Lemera, signé le 23 octobre, dans la ville de Lemera, chez nous, en RDC. Mais selon un politologue, Philippe Reinches, une réunion s'est tenue déjà à Gisenyi, avant qu'on attaque la RDC. C'est là que l'AFDEL a été conçue. Mais comme ils ne pouvaient pas parler de l'accord de Gisenyi, parce qu'on comprenait que c'est une affaire rwandaise, ils ont parlé de l'accord de Lemera. Tenez, ils ont attaqué la RDC, Lemera, le 4 octobre à 4 h du matin. Et ils arriveront le 6 octobre 1996. Mais ils étaient déjà à l'AFDEL. Mais ils ont signé l'accord de Lemera le 23 octobre alors qu'ils étaient déjà sur le territoire congolais. Ils avaient déjà massacré à Lemera le 6 octobre. Et d'ailleurs, le dernier gouverneur du Kivu, de ce côté-là, avait dit dans son discours du 8 octobre, ceux qui tuent chez nous sont des Rwandais, l'armée rwandaise et les Banyamulenge. Comme vous êtes de Rwandais et de hors-la-loi, quittez le territoire de la RDC. Peu importe Lubwenge sur leur accord de Lemera, je prends quelques articles, parce qu'il y a 8 articles pour l'accord de Lemera. Mais ce qui nous concerne, nous les Congolais, c'est l'article 2. Pour voir l'intention de cette guerre. C'est comme ça que j'ai intitulé mon exposé. L'intentionnalité, Tutsi, le mal-être. Je ne parle pas de tous les Tutsis du monde. Je ne parle en tout cas pas de tous les Tutsis du Rwanda. Même ceux qui sont au Congo. Dans un groupe, il y a toujours des paisibles citoyens, il y a des gens qui se sentent bien. Mais on parle de ceux qui, en complicité avec le pouvoir extrémiste du Rwanda, sont en train de massacrer notre peuple et de s'auto-proclamer congolais armes à la main. Vous avez vu des images. On crée l'AFDEL. L'article 2 de leur accord de Lemera. Le sol et le sous-sol du Congo appartient à l'Alliance, donc à l'AFDEL. Vous créez une situation, l'or, le minerai à l'AFDEL, donc au Rwanda, l'Ouganda, Burundi, ainsi que leurs patrons. Je le cite, les multinationales. Et quand je parle des multinationales, on fait très facilement allusion aux sociétés minières. Mais sachez qu'à cette période, il y a eu une réforme des multinationales militaires. À partir de la guerre de 90 en Irak. Vous savez, comme moi, on parlait du Pentagone, mais la plupart des gens qui étaient sur le terrain sont des sociétés paramilitaires. Ce qu'on oublie, ce sont aussi des multinationales. Leur rôle, c'est vendre leurs armes.
surtout les vieilles armes, parce qu'ils n'en ont plus rien à faire en Afrique. C'est créer des guerres parce qu'on les appelle aussi des armées transnationales. Et ils recrutent partout dans le monde, même dans les territoires, ils veulent créer des guerres. Puisqu'ils ont l'argent, ils ont l'armement. Et c'est ce qui s'est passé aussi chez nous. Et quelques sociétés multinationales ont entraîné les armées qui nous ont agressés et ont manifesté leur soutien logistique et militaire. Je passe au deuxième article. Donc, c'est l'article 4, ou le point 4 de l'accord de l'Émirat. Prêchant le panafricanisme, le Congo s'engagera à céder 300 km. 300 km de terre congolaise à l'intérieur, au Rwanda, à l'Ouganda et au Burundi, pour éviter l'insurrection rebelle. Donc, pour qu'il n'y ait pas de rebelles chez eux, ils doivent prendre 300 km à l'intérieur de notre territoire. Ça, c'est l'article 4 des accords de l'Émirat. Et pour qu'il n'y ait pas de rebelles chez nous, nous, on va prendre des territoires où? Chez qui? Comme ils sont congolais, par leur fiction politique, tenez le dernier point. Celui qui sera président, qui prendra le pouvoir au Congo, doit accorder la nationalité congolaise à tous les camarades Banyamulenge, ainsi que tous les autres ressortissants d'origine rwandaise habitant la RDC à partir de l'indépendance. Mais eux, ils sont congolais déjà. Et ça les hantait. Voici les vraies raisons pour lesquelles ils nous ont attaqués. Bon, une des raisons, d'abord prendre nos richesses, en complicité avec leurs bailleurs et leurs patrons, prendre notre territoire, mais ils ne disent pas récupérer leur territoire. S'ils étaient conscients que ça leur appartenait depuis belle lurette, ils auraient dû dire dans leurs accords, on vient récupérer les territoires qui nous appartenaient. Même là encore, historiquement, je trouve que leur argumentaire est fragile, comme ils sont intellectuellement faibles. Ça ne s'est pas terminé là. Vous verrez que tout notre pays, après, on a eu des véritables casse-têtes. Comme si il fallait changer des lois, des décrets, voire la Constitution pour plaire à ces Banyamulenge. Quand Laurent Désiré Kabila les a chassés, je ne sais pas, Yogo, si tu as encore l'image là, que j'aime beaucoup. En conclusion, qu'est-ce qu'il a dit? Au fait, il a été tué parce qu'il n'a pas voulu, en dernière minute, respecter ses principes. C'est-à-dire, le sol et le sous-sol, que cela appartienne à l'Alliance, donc au Rwanda, à l'Ouganda, au Burundi, et que on cède une partie de notre territoire, il a bien dit, il ne cédera pas. En fin de compte, qui deviennent des Congolais, qu'est-ce qu'il nous a dit? J'aimerais bien que vous suivez. Vous suivez juste une minute. Je continue entre-temps que l'image soit prête. Quand Laurent Désiré Kabila a chassé tous les Rwandais qui étaient avec lui, même ceux qui se disaient Banyamulenge sont partis où? Il a bien dit, ils sont rentrés chez eux au Rwanda. L'expansion territoriale est une autre motivation. L'Empire Himatousi a besoin de territoires, de terres congolaises. Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord. Et je viens d'apprendre ici, que vous n'êtes pas d'accord non plus. Alors, cette guerre qu'on nous impose est une guerre injuste. Nous devons la dénoncer. Merci, c'est déjà suffisant. À l'issue de ces propos, et après tout ce qu'on vient de dire, Laurent Désiré Kabila sera donc assassiné. Un premier coup réussi, il a nommé son fils Joseph Kabila. Et le champ est libre pour réaliser une partie de leurs rêves. Avec tous les seigneurs de guerre qui sévissaient dans notre pays, ils vont créer ce qu'on a appelé le dialogue intercongolais, l'accord global inclusif, tout ce que vous voulez. Avec une constitution de transition. Mais, avant cela, il y aura encore un décret-loi publié en 2004. Oui, pas de souci. Et je chute d'ailleurs, moi. Il y aura l'ordonnance loi qui sera publiée par Hippolyte Kanamba alias Joseph Kabila
C'est la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004. Là, le problème de Banyamulenge revient encore. On ne parle même pas de tous les Banyarwanda. Et là, qu'est-ce qu'il va ajouter? Je crois que là, ça nous a amené encore une véritable cacophonie. Parce que dans son article 2, alinéa 2, il dira ce qui suit. Est congolais, tout individu appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constitué ce qu'est devenu le Congo. Ce n'est plus des groupes ethniques, mais aussi les nationalités. Je ne sais pas si vous sentez la nuance. Comment les nationalités étrangères peuvent avoir des territoires chez nous? Si on avait trouvé un Indien à cette époque, si on avait trouvé des Indiens, ils seraient devenus Congolais. Ironie du sort, avant que cela ne se transmue en cette dernière constitution qu'on nous a imposée, fabriquée ici quelque part en Belgique, parce que ça a fuité en 2006, beaucoup d'amis ici en Belgique, on avait des copies alors qu'on n'avait pas encore créé la commission constitutionnelle chez nous. Kerwin, on en a parlé une fois en rigolant. Donc on cherche encore à créer une commission constitutionnelle, nous on avait déjà des extraits de la constitution en main. Mais quand Hippolyte Kanambe et Joseph Kabila publier cette ordonnance. Mais même là encore, au-delà du fait qu'ils n'ont pas de terres, par rapport à leur propre loi, par rapport à la constitution du Rwanda, ils ne peuvent pas devenir des Congolais. Pourquoi? Parce que notre nationalité à nous, elle est une et exclusive. La leur permet la double nationalité. En plus, la nationalité rwandaise ne peut pas être retirée à un Rwandais. Et la nôtre n'accepte pas un dédoublement de nationalité. On ne peut pas avoir deux nationalités au Congo. Et Kagame a amendé une loi, leur constitution, une année avant les accords globaux inclusifs de Sun City. Qu'est-ce qu'il a dit? Tous les Rwandais, où qu'ils soient, qui ont perdu leur nationalité, entre le 1er novembre 1959 jusqu'au 31 décembre 1994 est réintégré automatiquement. On n'a pas besoin de ta volonté où que tu sois aux États-Unis. Si tu as perdu la nationalité rwandaise, tu redeviens rwandais d'office. Or, être rwandais d'office permet la double nationalité et la constitution congolaise ne la permet pas. Par quel miracle vont-ils devenir congolais? C'est un argument simple. Et je veux me résumer et chuter, d'autres propositions viendront après, par rapport à certains Congolais qui aujourd'hui prétendent que la solution au problème, c'est la double nationalité. Il suffit qu'on dise qu'on accepte la double nationalité chez nous, on va les apaiser parce qu'ils deviennent Congolais. Oui, ils deviennent Congolais, ils seront Rwandais. Mais ils nous demandent la nationalité arme à la main. Ils nous demandent la nationalité pendant que vous savez qu'il existe des Ngumino, des Twagyanero, soutenus par Rubelwa et Nyarugabo. Vous savez qu'il y a des phonies. Vous savez à combien de reprises... Mon frère Patrick, avec lequel on parle beaucoup, peut vous dire à combien de reprises Minembo est attaqué. Ce sont ces gens-là, les Ngumino et les Twagyenero, qui ont massacré nos frères congolais à Kipupu. D'une année. C'est de cette manière qu'on demande la nationalité. En dernier ressort, et je chute pour conclure, si un jour les Congolais pouvaient accepter la double nationalité, pour nous, pour notre équipe, pour notre association, agir pour la libération de la RDC, pour Patrick Yogo et moi et les autres Luc, il ne peut y avoir de double nationalité que pour des Congolais, des vrais, des souches. On peut avoir une deuxième nationalité, mais tout étranger qui voudra devenir Congolais perdra sa nationalité d'origine à la suite de cette expérience malheureuse. J'ai dit et je vous remercie.